Bonjour à tous, et je tenais particulièrement à remercier le comité d'organisation de m'avoir invité, donc Catherine Stéphan, Monsieur Sellal et puis Monsieur Clavlou. Merci beaucoup. Donc oui, je déclare n'avoir aucun conflit d'intérêt. Et nous allons passer tout de suite au vif du sujet. Et je vais vous parler pendant 1 heure du fascinant monde physique et social des corps vidés. Alors je me suis, moi, penchée sur cette question, mais seulement depuis quelques temps, mais c'est assez récent finalement. Je suis au départ spécialiste des primates, et je vais un petit peu, à travers mon exposé, comparer leurs compétences aux corps vidés à celles des primates. Et on verra ce qu'on peut en extraire. Donc je voulais commencer cet exposé par une petite vidéo qui circule sur Internet et qui a été diffusée sur la BBC, où on montre en fait une tâche qui se résout en 8 étapes. Et cette tâche a été proposée à des corps vidés avec un but final qui est d'accéder à cette boîte, la boîte numéro 8, qui contient une récompense alimentaire. Alors pour obtenir cette récompense, il faut récupérer un petit morceau de bois qui est attaché à cette ficelle. Ensuite, il faut utiliser ce morceau pour récupérer une pierre qui se trouve dans la boîte 2, puis une autre qui se trouve dans la boîte 3, puis une autre dans la boîte 4. Ces 3 pierres, on peut les accumuler dans la boîte qui est sous le numéro 7. Et si cette boîte s'ouvre, on obtient une grande baguette qui, elle, est utilisable pour finalement récupérer la récompense dans la boîte 8. Alors, voilà. C'est un petit peu tordu. C'est vrai qu'en cognition, on aime bien faire ce genre de choses. Donc c'est un sudoku force 8, si vous voulez. Qu'on propose à un corbeau de Nouvelle-Calédonie qui a été capturé seulement quelques mois auparavant, qui est très peu expérimenté finalement par rapport aux procédures cognitives. Et on lui propose cette tâche, et ce qu'on observe, c'est que la première chose que fait l'oiseau, c'est d'observer la tâche pendant quelques temps, puis il se dirige immédiatement vers la ficelle et récupère le petit morceau de baguette, enfin le petit bout de bois. Avec ce petit bout de bois, il va vers la boîte 8, donc ici, et ne parvient pas à récupérer la nourriture. Donc ça, c'est une première erreur, on va dire. Il se dirige ensuite vers la boîte 2, récupère un caillou, et le dépose près de la boîte 8. Donc deuxième erreur. Il va ensuite vers la boîte 3, récupère un caillou, le dépose vers la boîte 8. Troisième erreur. Et puis, quelque chose se passe, et là, il s'intéresse à la boîte positionnée sous le numéro 7. Et là, il commence à accumuler les pierres dans cette boîte, jusqu'à ce que cette boîte s'ouvre sous le poids des 3 cailloux. À ce moment-là, il récupère la baguette, la grande baguette, et il parvient, en se dirigeant vers la boîte 8 et en l'utilisant, à obtenir la récompense finale. Cette tâche, elle est longue à expliquer, mais elle est résolue en moins de 15 minutes par l'oiseau, et c'est assez fascinant, je vous l'accorde, surprenant. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir plusieurs niveaux d'explication du comportement de l'oiseau. Donc, comment a-t-il résolu cette tâche? Est-ce qu'il a compris dès le début, déjà en se dirigeant ici sur la ficelle avec le petit bâton, qu'il y avait plusieurs étapes à suivre pour obtenir la récompense finale? Ou est-ce qu'il a simplement, au fur et à mesure des étapes, réévalué la situation en commettant des erreurs et en se disant finalement, c'est pas comme ça que je vais y arriver, il faut que je trouve une autre solution? Ou bien est-ce qu'il a simplement l'habitude d'utiliser des baguettes et des cailloux, et qu'en combinant ces différents savoirs, il a résolu la tâche par hasard? On ne sait pas. On aurait tendance à penser que c'est le premier niveau qui est le plus intéressant, le plus fascinant, mais il y a de fortes chances que ce soit la troisième explication qui soit la bonne. Donc c'est un petit peu ça que je vais essayer d'aborder aujourd'hui avec vous, c'est comment on teste ces oiseaux, comment on interprète leurs résultats, leurs compétences. Avant ça, je vais revenir un tout petit peu sur effectivement la réputation de ces oiseaux et leur interaction avec l'humanité. Mondialement, les corvidés n'ont laissé personne indifférent. Dans toutes les cultures, ils ont une position un petit peu spéciale par rapport à l'être humain. Alors on les porte parfois au niveau des divinités, comme là vous avez à gauche Hugin, la pensée, qui est perchée sur l'épaule d'Odin, et sa contrepartie Munin, la mémoire. Et en fait, le rôle de ces oiseaux était d'arpenter le monde et d'observer les humains et de venir raconter à Odin ce qu'ils avaient fait de bien, de mal, voilà, leur comportement. Donc c'est très intéressant parce qu'ils sont quasi divins, et en même temps ils sont un petit peu mal perçus parce qu'ils vont raconter les secrets de l'humanité aux dieux. Donc ça leur donne quand même une image un petit peu négative.
Et cette image, elle est assez fréquemment rencontrée. Ce sont des oiseaux qu'on considère comme des oiseaux de mauvais augure. Alors un exemple encore actuel, c'est l'histoire des corbeaux, des grands corbeaux de la Tour de Londres, qui sont encore maintenus aujourd'hui. Donc on a un groupe de 6 corbeaux, en fait 7, au cas où il y en a un qui disparaisse, qui sont maintenus élevés à la Tour de Londres. Et la légende dit que le jour où les corbeaux partiront, la monarchie chutera. Londres tombera et l'Angleterre avec. Donc, on a un maître des corbeaux à Londres dont la seule tâche, est de s'assurer que ces oiseaux sont en très bonne santé et veille sur l'Angleterre. Alors, on s'intéresse à ces corvidés depuis longtemps. On leur a toujours prêté des intentions plus ou moins louables. Et de manière un peu surprenante, on les connaît très mal en tant qu'espèces, c'est-à-dire qu'on confond sans arrêt ces animaux. Donc en fait, on a 3 espèces qu'on confond souvent, le corbeau freux, donc ici à gauche, le grand corbeau et la corneille. Et en fait, ce sont des espèces différentes qui ont des systèmes sociaux différents et donc qui peuvent avoir des compétences aussi cognitives différentes. Alors juste pour résumer, vous avez le corbeau freux ici qui est une espèce sociale, de même que le choucas des tours, et ces oiseaux vont vivre en colonie toute leur vie. Donc ils vont naître au sein d'une colonie avec parfois des milliers de couples, avec beaucoup d'individus, beaucoup de bruit. Et ce sont des individus qui vont rester en groupe social tout au long de leur vie. Ensuite, vous avez le grand corbeau, qui est une espèce solitaire. En fait, on va le trouver en couple ou en système familial. Donc, ils passent leur temps en colonie quand ils sont jeunes, puis ils trouvent un territoire, un compagnon, et puis restent sur ce territoire tout au long de leur vie. Donc on ne les verra que de manière solitaire, ou en tout cas en couple quand ils sont adultes. Et le grand corbeau, qui a été longtemps décimé, en France est en train de se raréfier. On ne le trouve plus que dans les hauts plateaux, enfin les falaises et les zones d'altitude. Et l'oiseau que vous voyez beaucoup, souvent et quasiment tout le temps, c'est la corneille. Donc ce qu'on appelle le corbeau n'en est pas un, en général c'est une corneille. Voilà, donc je voulais faire ce petit détour pour remettre un petit peu les choses en place. Alors effectivement, ce qui nous intéresse, et là où on est beaucoup plus finalement, on se sent beaucoup plus concerné et fasciné, c'est pas tellement à quelle espèce ils appartiennent, mais quelles sont les facultés cognitives dont ils font preuve. Et c'est sûr que quand on se fait observer par un corbeau, comme ici un corbeau freux, on sent tout de suite qu'il se passe quelque chose, qu'il y a peut-être une petite stratégie qui risque de nous nuire à terme dans les yeux de cet oiseau. Et cette sensation, on ne l'a pas forcément quand effectivement on est regardé par une autruche. Alors c'est peut-être un petit peu subjectif, en fait ça l'est totalement, et pourtant c'est basé sur un certain nombre d'observations du comportement des corvidés et de leurs compétences. Et en fait c'est très intéressant parce que étudier les corvidés, ça nous permet d'apprendre beaucoup de choses sur l'évolution de la cognition et de nos propres compétences cognitives à nous les humains. Et quand on s'intéresse à la cognition comme moi, on a tendance à avoir 2 approches. Donc une approche qui va s'intéresser aux homologies, donc quels sont les mécanismes communs dans la manière dont nous percevons le monde, chez nous et chez d'autres espèces. Et pour les comprendre et un peu dater leur apparition, ce qu'on fait, c'est qu'on va étudier des espèces dont l'origine évolutive est assez proche de la nôtre, enfin la radiation est assez proche de la nôtre. Donc les espèces phylogénétiquement proches sont les grands singes, chimpanzés, gorilles, bonobos, orang-outans, et puis les singes, capucins, macaques. Et puis l'autre alternative, c'est de travailler sur des analogies, donc des espèces qui vont présenter des fonctions cognitives qui ressemblent aux nôtres, même si les mécanismes sont différents, même si les contraintes qui ont permis l'évolution de ces mécanismes sont différentes. Et dans ce cas-là, on va s'intéresser à des espèces très intéressantes, les corvidés et les canidés. Alors pourquoi ces espèces ? Parce que du coup, on sait qu'elles savent utiliser des outils et ou qu'elles vivent dans des sociétés complexes. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut, en comprenant mieux comment elles réfléchissent, si vous voulez, appréhender des cognitions, des systèmes de pensée différents des nôtres. Donc ça, c'est excessivement intéressant pour comprendre nos propres origines. Et puis, donc c'est l'intérêt de travailler sur ces espèces qui savent utiliser des outils ou qui vivent en société complexe provient principalement de 2 hypothèses qui sous-tendent l'évolution de la cognition. La première, c'est l'hypothèse de l'intelligence technique. En fait, il
il s'agirait d'une pression de sélection. Donc imaginez que vous êtes un chimpanzé, que vous vivez dans la forêt, et puis à un moment donné, il y a un temps de disette, et la seule chose que vous trouvez, ce sont des noix. Ces noix peuvent être très riches nutritivement, elles durent des mois, sauf que vous ne pouvez pas les casser. Et la seule manière de survivre, c'est de trouver une solution, et donc de procéder, par exemple, à un cassage de noix, et cela en utilisant un outil. Et donc la compétence technique, cette intelligence technique vous permet de survivre et donc de transmettre un peu vos qualités de flexibilité cognitive à vos descendants. Donc ça, c'est l'une des hypothèses. L'autre, c'est l'hypothèse de l'intelligence sociale. Le fait de vivre en société crée des contraintes, des conflits d'intérêts, des dilemmes que vous devez résoudre. Vous avez par exemple une compétition sur la nourriture, une compétition sur les partenaires sexuels, et l'idée c'est de déjouer par exemple toutes ces contraintes en détectant la tromperie chez les autres ou en trompant les autres. Et si vous êtes malin, vous pouvez également vous dire « Ah ben si je fais des alliances avec d'autres individus, je vais pouvoir finalement garder la main sur le but, la nourriture ou le partenaire. » Donc là, on aurait une sélection des cerveaux les plus aptes à élaborer des techniques, enfin des tactiques, et à anticiper celles des autres. Donc ces deux hypothèses ne sont pas en opposition, mais c'est chez les espèces sociales et les espèces utilisatrices d'outils qu'on va aller voir un peu ce qui se passe. Alors bien entendu, aujourd'hui, je vais vous parler des compétences des corvidés selon ces deux grands axes qui sont le domaine de la cognition physique. Alors je commencerai par la manière dont les oiseaux évaluent le lien causal. Est-ce qu'ils sont capables de reconnaître un agent causal et est-ce qu'ils comprennent des concepts? Et ensuite, je passerai à la cognition dans le domaine social avec la capacité à vivre ensemble, les notions de théorie de l'esprit dans les domaines de la compétition et dans les modes de coopération, les stratégies égoïstes éventuellement, et puis les capacités d'imitation et de communication. Donc pour démarrer, que se passe-t-il dans la tête de ces oiseaux lorsqu'ils envisagent le monde physique? La première question, le niveau le plus simple pour appréhender cette question, c'est la manière dont ils peuvent évaluer un lien causal. Donc évaluer un lien causal, c'est plus que simplement associer et apprendre par cœur le lien entre un stimulus et une réponse. C'est plus que comprendre qu'il y a une proximité spatiale ou temporelle entre deux événements. Et un exemple de ce que ça peut être, c'est par exemple l'histoire des vervets qui, lorsqu'ils croisent une carcasse dans un arbre, ne poussent pas de cri d'alarme. Pourtant, si on infère la cause de la présence de cette carcasse dans l'arbre, on peut se dire que c'est un léopard qui l'a amené ici. Donc on devrait s'attendre à ce que les animaux anticipent la présence d'un léopard. Or, ce n'est pas ce qu'ils font, ils ne comprennent pas que parce qu'il y a une trace d'un prédateur, le prédateur est peut-être pas loin. Même chose avec une trace de serpent. Donc, ce n'est pas parce qu'ils savent qu'un léopard mange des carcasses qu'ils vont en déduire des informations pertinentes pourtant pour leur survie. Alors, en laboratoire, on a plusieurs tests, on a beaucoup d'expériences possibles pour évaluer toutes ces notions de compréhension du lien causal. Et la première, c'est la notion de connectivité. L'idée, c'est de se dire, est-ce que l'animal comprend qu'en agissant sur A, il y a une répercussion sur B? Alors, par exemple, ici, vous avez deux situations tout à fait presque comparables. Une couverture qui est en contact avec une pomme. Si vous tirez sur cette couverture, il ne se passe rien. Puis, vous avez une autre couverture sur laquelle se positionne la pomme. Et là, si vous tirez sur la couverture, vous pouvez récupérer la pomme. Si vous présentez ce test à un chimpanzé, il va falloir plusieurs essais avant que l'individu comprenne que la seule manière efficace de résoudre cette tâche, c'est de tirer sur la blanquette sur laquelle se trouve la pomme. Alors certains individus y arrivent mieux que d'autres, et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'en gros, ils ne comprennent pas le lien causal, mais s'intéressent simplement à la disposition, à la configuration de ce test, et apprennent par cœur, en fait, comment accéder à la pomme. Alors chez les corvidés, on a un petit peu le même type de tâche qui a été proposée assez récemment. Donc vous avez ici un crochet qui est intact et qui va ramener une nourriture si on tire dessus, et puis un autre crochet également intact, mais la nourriture cette fois n'est pas dans la zone efficace pour que le crochet puisse la ramener. Et dans ces conditions, vous avez ici un corbeau de Nouvelle-Calédonie. On a un choix quasiment immédiatement et quasiment au premier essai du crochet le plus efficace. Alors maintenant, si vous avez une altération des propriétés des outils qu'on propose aux oiseaux et que vous avez un crochet ici qui ressemble à l'autre, mais qui est inefficace parce qu'interrompu, alors que celui-ci est efficace, vous avez un temps d'inspection qui va être un peu plus long,
un choix efficace très rapidement. Donc ces études sont encore en cours, mais dans la plupart des cas, on a des choix, les bons choix très très rapidement. Donc il pourrait y avoir de l'apprentissage, mais en tout cas, si jamais c'est de l'apprentissage, on a une efficacité à ce niveau-là qui est a priori plus importante ou plus grande que chez les grands singes même. Allons un petit peu plus loin sur ces notions de connectivité. Une tâche tout à fait courante, c'est la tâche de la ficelle. Donc on accroche une nourriture au bout d'une ficelle et il faut que l'oiseau persiste à tirer sur cette ficelle pour la récupérer. Donc ça s'illustre ici avec un grand corbeau. La ficelle fait plus de 3 mètres de long. Il ne voit pas le bout de la ficelle, donc il sait qu'il y a une récompense au bout, mais voilà, il faut qu'il persiste. Il faut qu'il bloque cette ficelle et qu'il persiste. Pour finalement réussir à obtenir la nourriture. Et donc ce qu'on montre ici, c'est quand même que les oiseaux comprennent certaines des caractéristiques des tâches qu'on leur propose et sont capables de les résoudre très rapidement. Alors on complexifie bien sûr les choses, sinon c'est trop simple. Donc est-ce que c'est du par cœur? Est-ce que l'animal comprend les propriétés des liens qui unissent la nourriture et la ficelle? Et on va par exemple proposer un test. Alors vous avez ici par exemple le perchoir en perpendiculaire. Donc l'oiseau par défaut va se percher juste au-dessus de la cacahuète et puis tirer sur cette ficelle. Donc là en général on a du choix à 100% correct quasiment dès le premier essai. C'est un peu la même chose lorsqu'on fait des tests de convergence de cette sorte, un peu la même chose lorsqu'on fait converger les ficelles comme ça. Et puis quand on commence à croiser les ficelles, on s'attend à ce que soit l'oiseau comprenne, et dans ce cas-là, il se perche ici et tire sur cette ficelle-là, soit il ne comprend pas et se pose au-dessus de la cacahuète, et comme dans la première situation, tire la ficelle qui se trouve juste en dessous de lui. Alors, des oiseaux un tout petit peu entraînés, familiarisés aux tests de cognition, vont réussir facilement cette tâche. Par contre, des corbeaux freux naïfs, que nous avons testés à Strasbourg, n'y parviennent pas. Donc ce n'est pas quelque chose qui est forcément automatique ou systématique. Il y a quand même une part d'apprentissage dans les propriétés des objets avec lesquels on travaille chez ces oiseaux. Donc ils ont quelques difficultés. C'est donc pas si idéal que ça. Maintenant, il y a une autre manière de travailler sur ce lien causal, et c'est cette fois en détachant le support de l'objet qui va permettre de le récupérer, donc c'est les utilisations d'outils. Alors on a des espèces qui le pratiquent de manière naturelle, comme le chimpanzé dont je vous parlais tout à l'heure, avec des gestes tout à fait simples et précis. Voilà, on prend un gros caillou suffisamment lourd qui demande le minimum d'effort, et puis on frappe et on obtient la noix. Je peux vous le repasser. C'est très efficace. Chez certaines espèces qui utilisent également les outils dans le milieu naturel, comme les capucins ici, capucins bruns, c'est un peu un autre style de performance. Bon, j'ai toujours mal pour lui, j'ai peur qu'il se pince les doigts à chaque fois. Alors parfois on tape sur la queue au lieu de taper sur la noix, parfois on tape sans le caillou sur la noix, parfois on tape à côté de la noix, parfois on ne tape plus. La noix rebondit. On tape avec la noix et la pierre dans la main, ça ne marche pas non plus. Et non, c'est pas bon. Et en fait, on a des animaux qui sont quand même excessivement persistants, donc il y a beaucoup d'apprentissage essai-erreur. Ensuite, les animaux arrivent à apprendre à sélectionner les bons outils, les bonnes noix, et persistent de la bonne manière. Ils parviennent à améliorer leur technique. Mais au départ, ce n'est pas du tout automatique. Alors chez les corvidés, on a une espèce qui utilise l'outil dans le milieu naturel, c'est le corbeau de Nouvelle-Calédonie, donc c'est un peu la star des corvidés quand même d'un point de vue cognitif. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils sont capables d'aller chercher des morceaux de feuilles d'une certaine plante qui est équipée de petits crochets comme ça sur l'un des côtés. Donc ils découpent le bord de la feuille et puis les insèrent en fait dans des trous, des souches, des troncs pour obtenir des larves d'insectes, des vers, des choses comme ça, et ça ils adorent. Et ce qu'on a regardé un petit peu, c'est s'ils étaient sélectifs par rapport aux outils qu'ils utilisaient. Donc si on leur propose un choix entre
une feuille ici fonctionnelle et une qui ne l'est pas, ils choisissent le bon morceau de feuille. Et si on ne leur donne pas d'outils, ils sont capables d'aller en chercher un et de le fabriquer, donc d'extraire d'une branche un outil qui va leur permettre d'obtenir leur nourriture. Donc on a une sélection adéquate de l'outil. A priori, c'est très prometteur, en tout cas par rapport à ce que font des capucins. Du coup, ce qu'on va faire et ce qu'on a fait, ce que mes collègues ont fait, c'est tester leurs compétences en laboratoire avec des tâches d'utilisation d'outils calibrés comme chez les primates. Et l'idée ici, c'est d'avoir un tube dans lequel on met une nourriture. Si on pousse la nourriture du mauvais côté, cette nourriture tombe dans un trou. Alors, je ne retrouve plus ma souris, voilà. Donc, vous avez la nourriture ici. Si vous insérez le bâton de ce côté, ça va, vous la récupérez. Si vous l'insérez de ce côté-là, elle tombe dans le trou et vous ne pouvez pas la récupérer. Donc, il y a plusieurs façons de résoudre cette tâche. Voilà. On a aussi fait des tests de transfert. Donc, d'abord, on entraîne l'oiseau avec le test classique. Et puis on se dit, attention, si ça se trouve, il a juste appris par cœur qu'en fait, il fallait pousser là où le disque jaune était le plus haut. Donc ce qu'on fait dans la tâche de transfert suivante, c'est qu'on enlève les disques jaunes. Mais là, on se dit, oui, mais peut-être qu'il a repéré qu'il fallait pousser à l'opposé du cercle bleu. Donc ce qu'on fait dans la tâche d'après, de transfert, c'est qu'on enlève le cercle bleu et on remplace les plateformes par des plateformes d'une autre couleur. Donc dans le test initial, on laisse l'animal apprendre à utiliser l'outil. On est au 4e bloc de test, au test 3. Et en fait, l'oiseau ne pousse pas, il tire. Mais il tire de la bonne manière, donc il résout la tâche. Ensuite, premier bloc de test, test 4 pour un autre individu. Le contrôle, le transfert où on enlève les plateformes, pas de problème. Premier bloc de test, 7e essai pour encore un autre individu, Obo, le premier en fait, où là on a enlevé le cercle bleu et remplacé par des plateformes noires. Et là encore, la solution est assez rapidement trouvée. Et en fait, ça, c'est intéressant parce que c'est plus performant, en tout cas, ils sont plus performants dans ces tâches que des capucins, par exemple. Ils y arrivent beaucoup mieux. Donc on n'a pas de difficulté finalement pour transférer un savoir même nouveau à un contexte plus compliqué, un petit peu différent. Donc oui, il y a l'apprentissage, mais s'il y en a, il est peut-être très rapide et il y a quand même une attention toute particulière portée aux caractéristiques de la tâche. Alors on a vu que les oiseaux sauvages, les corvidés sauvages étaient capables d'utiliser des outils et de les fabriquer. Donc on a aussi testé ça dans les laboratoires avec donc des corbeaux-freux qui ne font pas spécialement d'utilisation d'outils de manière très répandue, en tout cas pas du même type. Et vous avez ici un tube dans lequel il y a un petit panier avec un petit verre dans ce panier, et on donne juste un morceau de métal droit, rigide, à un corbeau. Et en quelques instants, l'oiseau recourbe cette tige, la retourne et insère la partie crochetée, la première, et réussit à extraire le petit panier. Alors ça, c'est très impressionnant, ça m'a bluffé aussi la première fois que j'ai vu ça. Il faut quand même savoir qu'auparavant, l'oiseau a été exposé à des crochets déjà prêts, alors qu'ils n'étaient pas les mêmes que ceux-ci, mais il savait déjà extraire avec un crochet le petit panier du tuyau. Donc voilà, on a quand même facilité finalement la réussite à cette tâche qui devient une expérience de transfert et pas une expérience originale sur un oiseau naïf. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est à quel point ils peuvent faire attention aux propriétés des objets qu'ils utilisent. Et si vous travaillez sur, par exemple, la taille des objets qu'ils utilisent, on va pouvoir montrer pas mal de choses intéressantes. Donc là, vous avez par exemple 3 pierres de tailles différentes. Les 3 peuvent être utilisées pour ouvrir cette boîte dans laquelle se trouve un petit verre. La solution la plus sécurisée, c'est de prendre la pierre la plus lourde, dont on est sûr qu'elle risque d'ouvrir la boîte. Donc là, pas de souci, l'oiseau y parvient sans problème. Ensuite, on modifie la qualité du tube. Il est trop fin pour pouvoir contenir une grosse pierre. Donc la seule qui convienne, c'est la petite. Et là, en un seul essai, ou 2 maximum, les oiseaux transfèrent sans aucun souci. Une autre
caractéristique à laquelle ils peuvent faire attention, c'est la forme de l'outil et l'orientation qu'il faut lui donner pour réussir la tâche. Donc encore une fois, vous avez une boîte où le tube est très très fin et ne peut pas contenir la grosse pierre. Sur la petite pierre doit être orientée correctement pour y parvenir, ça marche. C'est toujours en très très peu d'essais si ce n'est pas au premier essai. Et puis, on teste un phénomène et son contraire. Donc par exemple ici, un tube qui ne peut recevoir qu'un seul type d'outil, le petit bâton, qui est assez long et assez fin pour entrer. Et puis on lui propose la situation inverse, où le seul outil qui est fonctionnel maintenant, c'est le caillou et pas le bâton, avec exactement le même dispositif. Donc là, le bâton est trop court en fait pour être utilisable. Et ce qu'on a effectivement, c'est un succès, encore une fois, au premier essai. Et ça, j'ai jamais vu ça chez des macaques ou des capucins. Un autre élément intéressant, et ça revient un petit peu à la première diapositive que je vous avais montrée, c'est la capacité à choisir entre deux objets celui qui va être le plus intéressant pour accéder à une nourriture. Donc ici, vous avez le même système, où là, c'est une petite pierre qui est mise dans la boîte de droite. Au milieu, à gauche, vous avez une pierre plus grosse. Mais cette pierre de gauche n'est pas fonctionnelle parce que le but ici, c'est d'obtenir la récompense qui va se trouver dans la boîte du milieu, qui a un petit tube, donc qui ne pourra pas accueillir la grosse pierre. Et c'est quand même extrêmement efficace, surtout quand on sait que les oiseaux, a priori dans les premiers essais, vont sélectionner les plus grosses pierres pour être sûrs en fait, d'avoir accès à la nourriture. Très vite, ils sont capables de réprimer un petit peu cette première impulsion, on va dire, et puis attention non, là ce qu'il faut c'est un petit caillou. Donc ils sont très, très attentifs aux caractéristiques du monde physique qui les entoure. Maintenant, on va aller un peu plus loin dans ce type de résolution de problème. Une tâche encore plus compliquée et qui est assez rare même chez les chimpanzés par exemple, c'est la capacité à raisonner par exclusion. Donc l'idée ici, c'est de se dire, si je n'ai pas d'informations dans telle boîte, ça veut dire que ce que je cherche c'est dans l'autre boîte. Alors ça s'illustre de la manière suivante. Vous avez par exemple la boîte A qui contient de la nourriture, la B qui est vide. Vous levez la A sans la secouer et vous secouez la B. Si vous comprenez, parce que vous savez qu'il y a une nourriture dans l'une des deux boîtes, hein, donc si vous comprenez que si la nourriture était dans B, en la secouant, il y aurait du bruit, le fait de la secouer et de ne pas avoir de bruit, donc l'absence de bruit, vous indique que la nourriture est forcément dans A. Donc c'est du raisonnement par exclusion, et ça peut se faire sur le sonore, sur le visuel. Voilà. Chez les chimpanzés, c'est pas forcément évident. Chez les grands singes, ce sont des tâches très complexes et tous les individus n'y arrivent pas du premier coup. Alors chez les corvidés, mes photos sont peut-être pas, si ça va, ça passe à peu près. Vous avez ici un choix, donc on met l'individu en bas et on lui propose un choix entre ce tube à gauche dont il voit le contenu et ce tube ici où il ne voit rien, ou bien la situation ici, il ne voit pas ce qu'il y a dans le tube coudé et il voit ce qui se passe dans le tube droit, ou une situation contrôle où il ne voit rien. Et on lui propose différentes situations, soit il voit la nourriture, soit il ne la voit pas. Et l'idée, c'est que lorsque, par exemple, ici, il ne voit pas de nourriture, il doit choisir le tube droit. Dans la situation B, s'il voit la nourriture en A, s'il ne voit rien dans le tube droit, il doit choisir la nourriture dans le tube coudé. Voilà. Quand on compare dans ces tests-là des perroquets et des corbeaux, on se rend compte assez rapidement que les corbeaux surpassent les perroquets dans leur capacité d'inférence. Donc ils vont être plus efficaces, plus souvent trouver la nourriture, et d'autant plus lorsqu'on leur demande de faire l'inférence à partir de l'absence de nourriture. Donc ça c'est très intéressant, c'est quelque chose qui reste à développer. Et puis on peut aller encore un petit peu plus loin par rapport à cette notion de reconnaissance d'agent causal. L'idée ici c'est de savoir si l'animal comprend quel est le mécanisme qui a permis que l'action sur A ait un résultat sur B. Et pour tester ça, il y a une expérience qui a été faite chez des macaques rhésus, où on proposait une pomme. Donc on montre une pomme à un macaque, on la cache derrière un écran,
on fait une action et puis on remontre la pomme, elle est coupée en deux. Enfin, elle est divisée en deux. Ensuite, de derrière l'écran, on montre un couteau, ou bien, autre situation de test, on montre un verre d'eau, enfin un verre. Et le couteau est un agent possible, un agent causal possible du fait d'avoir coupé la pomme en deux, alors que le verre d'eau ne l'est pas. Lorsqu'on montre le verre d'eau, les macaques rhésus regardent plus longtemps la situation que lorsqu'on leur montre le couteau, comme si on avait une violation de leur attente par rapport à l'agent causal impliqué dans la résolution du problème. Alors, cette tâche n'a pas été faite exactement de la même manière chez les corvidés, mais très récemment, il y a un travail qui a été publié qui se base un petit peu sur ce principe d'agent causal absent. Donc là, il s'agit d'une tâche, encore une fois, avec des corbeaux Nouvelle-Calédonie, et vous avez ici la première situation où un humain fait bouger un morceau de bois en direction de ce petit cube de bois, puis l'humain s'en va. Dans ce cube de bois, il y a des larves, et les oiseaux souhaitent récupérer ces larves, donc pour ça, on leur donne un petit morceau de bois, et puis ils peuvent récupérer ces larves. Et ce qu'on regarde, c'est que quand l'humain s'en est allé, l'oiseau fait une inspection, voilà, et puis sans plus, ne considère pas a priori qu'il y a un danger quelconque à extraire sa petite larve. Par contre, s'il n'y a pas d'humain derrière ce rideau, et si les gestes sont réalisés par un mécanisme automatique, l'oiseau ne voit pas d'humain sortir de la pièce. Et là, il ne peut pas faire d'hypothèse sur l'absence, en tout cas, d'agent causal, donc a priori, le danger est peut-être toujours là. Et dans ces conditions, on a des comportements beaucoup plus méfiants. Par rapport à l'origine possible de la manipulation de ce bout de bois. Alors bien évidemment, ils ne font jamais sortir le bout de bois quand l'oiseau est là. Donc c'est des expériences qui sont faites sur beaucoup d'oiseaux avec peu d'essais, pour être sûr qu'on a quelque chose d'assez... où il n'y a pas d'apprentissage, ou le minimum en tout cas. Et c'est assez convaincant. Je vous avoue que même moi je trouve ça plutôt particulièrement intéressant parce que c'est assez prometteur. Alors ça nécessite quand même beaucoup de contrôle et plus d'expérience, mais ça reste... assez extraordinaire. Donc le niveau le plus élevé, du coup, que même les grands singes... alors il y a des débats sans fin sur cette question, mais a priori, pour l'instant, si on est parcimonieux, on refuse d'accepter que les grands singes puissent avoir vraiment des notions de concepts poussées, tels que les concepts de gravité ou de flottabilité. Alors, quid de ces concepts? Alors ça a été étudié aussi chez les corvidés. Moi, je ne vous présente pas d'études parce que j'avais une vidéo que je trouvais beaucoup plus intéressante, que j'ai tournée moi-même au zoo d'Édimbourg en Écosse, où pour la première fois on a donné un enrichissement. Donc il s'agissait juste d'un petit enrichissement, une bouteille en plastique opaque dans laquelle on met une graine, et l'oiseau, pour récupérer cette graine, n'a pas spécialement de moyens particuliers puisque le bec est trop gros pour vraiment récupérer les choses. Et c'est la première fois qu'il voit ce dispositif, en tout cas que nous lui avons donné. Et très rapidement, on a un oiseau qui utilise sa patte pour orienter le goulot de la bouteille vers le bas. Vous me direz, bon, et alors? Et puis juste après, voilà, on utilise l'environnement physique pour créer le maximum de pente pour que les graines descendent le mieux possible. Alors ça, quand même, c'est une indication que l'animal a compris quelque chose par rapport aux lois qui régissent le monde physique qui l'entoure, et que plus l'inclinaison de la bouteille est forte, et plus sa récupération va être efficace. Alors, deux hypothèses: soit il a trouvé ça tout seul, et il est très malin, et les grands corbeaux ont une notion des concepts, notamment de gravité, soit il a déjà été familiarisé à cette tâche avant, sans qu'on le sache, et il met juste en pratique un savoir qu'il a déjà expérimenté. Donc pour tester ça, moi je suis allée tester mes propres corvidés sur le campus de Cronenbourg. Donc je leur ai mis une bouteille la semaine dernière, spécialement pour vous, avec des cacahuètes. Alors, je ne l'ai pas faite opaque, sinon ils ne se seraient jamais approchés de cette bouteille, vu qu'il leur faut une semaine pour se familiariser à tout nouvel objet. Et puis on a surtout une stratégie du coup de bec. Et je soulève un peu l'arrière, où je tape, où je fais tourner.
je soulève, je renverse, je fais tourner. Bon, ça marche aussi, hein. Ça marche aussi. C'est peut-être la force centrifuge, en fait, chez les corbeaux-freux. Et là, vous voyez, vous avez quand même un individu qui a mis la patte sur le goulot de la bouteille pour la maintenir la tête vers le bas. Et donc là, j'ai commencé à espérer en me disant ils vont trouver un gros caillou, ils vont le mettre sur un gros caillou. Pas du tout. J'ai répété cette situation, j'ai laissé cette situation pendant plusieurs heures. En fait, à aucun moment on a eu le même type de comportement que chez les grands corbeaux du zoo d'Édimbourg. Donc il y a des fortes chances quand même que les oiseaux de là-bas aient appris ou aient déjà été confrontés au problème. Mais ça reste intéressant, et puis on va conclure comme pour les grands singes qu'a priori on n'a pas de preuve de l'existence de la compréhension de concept chez les corvidés pour l'instant. Alors, juste parce que c'est quand même très fun, vous avez cette histoire de flottabilité des cacahuètes. C'est le volume. Vous avez ici un tube avec une cacahuète dedans, un orang-outan du zoo de Leipzig. Ça ne marche pas avec le doigt, donc le petit orang-outan essaye aussi, ça ne marche pas. Et la maman récupère de l'eau au distributeur de boissons local, avec une grande patience typique chez les orang-outans. Et peut savourer sa cacahuète. Alors on a des versions un petit peu similaires de ce genre de procédé chez les corvidés. Donc ça, c'est les travaux de Clayton et compagnie à Cambridge, qui ont donc proposé un tube avec un petit verre dedans qui flotte. Et puis, on va fournir à l'oiseau un moyen d'accéder à ce petit verre. Bon, on le laisse explorer un petit peu la tâche avant. Et sans instruction particulière, l'oiseau automatiquement met une pierre dans le tuyau, dans le petit tube, et récupère son verre. Il n'en met pas plus que nécessaire. Ce qui est marrant ici, c'est que la tâche est résolue quasiment du premier coup. Ce qui est plus... ce que l'on peut critiquer, c'est qu'a priori, ces oiseaux sont extrêmement habitués à insérer des baguettes ou des cailloux dans des petits tubes en plastique transparent, et que quand on leur donne qu'un caillou, a priori, la seule chose qu'il leur reste à faire, c'est ça. Et donc forcément, ça marche. Alors, je ne veux pas être injuste, ces auteurs ont poursuivi les expériences, et puis ils travaillent sur les niveaux d'eau. Il y a des choses quand même intéressantes qui se passent. Les oiseaux comprennent un tout petit peu le fait que... il faut faire monter le niveau d'eau, il faut jouer sur le niveau d'eau. Alors, qu'est-ce qu'ils en comprennent en termes de concept? Ça, par contre, on n'a effectivement pas de réponse. Donc, par rapport au domaine de la cognition physique, je vais m'arrêter là pour cette partie de l'exposé, avec cette notion d'évaluation du lien causal qui finalement n'est pas vraiment concluante, parce que à chaque fois, on a des oiseaux qui ont été, dont les apprentissages sont extraordinaires et fascinants, mais dont éventuellement la compréhension du test a été facilitée par des apprentissages préalables. Donc là, il faudra travailler avec des oiseaux naïfs, et ça n'existe pas puisque la plupart des corvidés captifs sont des animaux qui ont été élevés par des humains. L'équipe qui travaille sur les corbeaux de Nouvelle-Calédonie sauvage, là, ils ont un excellent système de travail, et je pense qu'il faut vraiment suivre de près ce qu'ils font. Ensuite, la reconnaissance d'agent causal, donc quand quelqu'un n'est pas là, c'est bon, je peux y aller. Ça, c'est prometteur, et c'est vraiment, vraiment intéressant comme notion. Et puis la compréhension de concept, c'est pas vraiment concluant pour l'instant. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Ensuite, on va du coup passer dans le domaine de la cognition sociale, qui est un peu plus, qui peut aborder plus de directions, on va dire. C'est un peu plus compliqué. Et on va voir un petit peu comment les oiseaux vivent ensemble et qu'est-ce qu'ils comprennent finalement du monde qui les entoure par rapport à leurs congénères. Alors, je vous l'ai dit au début de l'exposé, on a quelques espèces qui vivent en colonie toute leur vie, chez les corvidés. D'autres espèces n'y passent que leur jeunesse, puis ils s'établissent en couple et en territoire, mais il n'empêche qu'à tout moment, tous les individus ont été confrontés à des problèmes sociaux compliqués qu'ils devaient résoudre, notamment des histoires de compétition. Alors ça peut être par rapport, ici, chez les corbeaux-freux, à l'accès à l'arbre le plus intéressant, à la branche la plus haute ou la mieux protégée ou la moins prédatée. Donc on a forcément, quand on a
2000 oiseaux qui s'intéressent à une forêt, une compétition énorme sur les sites de nidification. Et voilà. Et l'idée on peut avoir l'idée suivante, c'est que finalement, ce ne sont que des agrégats de couples qui se battent ou qui sont en compétition. Et voilà. Est-ce que c'est ça, une colonie corbeau-freux, ou bien est-ce qu'il y a des amitiés, des relations entre les différents couples qui composent la colonie? Alors c'est ce qu'on a étudié à Strasbourg avec pour l'instant une zone, une colonie captive. Certes, il n'y avait que 12 ou 14 oiseaux, mais on a quand même des choses intéressantes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la distance entre les individus. Donc combien de fois par jour ils choisissent de s'associer avec une forte proximité, donc en contact ou à moins de 50 cm. Et ce qu'on dénote, c'est l'existence de relations privilégiées entre individus. Donc là, on se doute qu'il s'agit d'un couple, Pinky et Kafka, voire même une triade. Cette triade est liée à un autre couple. Ces couples sont liés les uns aux autres, mais c'est vrai qu'on a des individus plus fortement rapprochés que d'autres. Donc on pourrait se dire, mais si ça se trouve, c'est juste conditionné par la disponibilité des perchoirs dans cette zone, dans cette colonie. Donc que se passe-t-il si on s'intéresse aux comportements affiliatifs, donc aux comportements, on va dire, amicaux, tels que les toilettages? Et bien là, on arrive avec un réseau social comme ici à montrer qu'il y a des regroupements privilégiés entre plusieurs pairs, parce que des individus s'aiment bien, même si ce n'est pas forcément un membre de son propre couple. On a par exemple ici une triade, et puis ce sous-groupe ici, qui indique qu'on ne s'associe pas juste par hasard, on échange également des faveurs, des soins et des comportements de type amicaux. Alors ça, c'est déjà une première chose qui était intéressante à explorer. Maintenant, on sait qu'a priori, ils sont attentifs aux individus qui vont composer le sous-groupe le plus proche dans l'arbre ou dans la colonie, mais qu'est-ce qu'ils en comprennent vraiment? Donc, est-ce qu'ils sont comme les primates humains que nous sommes, capables d'attribuer des intentions, des savoirs, ou même de savoir où l'autre regarde? Alors, le premier niveau, donc ça c'est la théorie de l'esprit, qui dit par exemple que je sais, que vous savez, que je sais, que vous savez, que je sais. Voilà. Chez les grands singes, ils savent qu'on sait, peut-être, ils savent qu'on sait qu'ils savent, mais on s'arrête assez vite. On ne sait pas trop ce qui se passe chez les corvidés, il y a eu pas mal de travaux, et la première étape, c'est est-ce qu'ils savent ce que l'autre voit? Donc, quels sont les accès visuels qu'un individu peut avoir? Alors, une première manière de le tester, c'est de cacher, comme ici, un petit verre sous un gobelet, avoir 2 gobelets, et puis indiquer avec le regard la position de la récompense. Ça marche très bien chez les corvidés, ça marche très très bien. Ça a été montré chez beaucoup d'espèces, c'est quasiment automatique chez des animaux qui n'ont jamais été entraînés, c'est incroyable. En fait, c'est l'une des manips qui marche le mieux. Alors bien sûr, on modifie la position de la récompense de manière aléatoire, 50% à gauche, 50% à droite. On a beaucoup de situations contrôle, mais la direction du regard marche très très bien. Et en fait, du coup, ça a lancé tout un tas d'études sur qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils comprennent du regard de l'autre, et est-ce que c'est pertinent? En fait, oui, c'est pertinent, puisque ces oiseaux sont des oiseaux qui font du caching, donc ils cachent la nourriture autour d'eux. Donc quand ils trouvent une zone d'abondance, ils vont transporter, consommer, et puis s'ils ont trop d'aliments, ils vont aller le cacher. Le problème, c'est que parfois, ils vont pouvoir être vus par d'autres individus. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils se sont fait voler au moins une fois leur cache, les oiseaux sont capables de se souvenir de qui est potentiellement un voleur. Et ce qui est marrant, c'est quand on le teste en condition, alors bon, il y a plein d'informations qu'ils extraient, mais ça se teste de la manière suivante: vous donnez à un individu accès à 2 zones de cachage, on va dire, je vais appeler ça comme ça. Bon, dans un premier temps, vous obstruez la zone du haut et vous laissez juste l'individu caché ici. Et en face, vous mettez un observateur A qui va voir exactement où votre sujet cache les petits vers de terre. Ensuite, vous modifiez la situation, vous changez l'observateur, vous mettez l'observateur B, et cette fois, vous donnez accès à la zone qui se trouve là-haut. Donc là, le seul endroit où il va cacher la nourriture, c'est ici. Puis, vous attendez quelques heures, et puis vous remettez cet oiseau sujet avec l'observateur A. Et vous laissez libre accès
pour que l'individu retrouve ses caches et les consomme éventuellement. Et dans ces conditions, il va principalement récupérer les caches de l'endroit qui avait été vu par l'observateur A. Donc l'hypothèse derrière ce fonctionnement, c'est qu'il sait que l'individu A a vu cette zone, et il sait également que l'individu A n'a pas vu l'autre. Donc il ne s'inquiète que de l'endroit qui a été vu par un observateur donné, et c'est sur cet endroit qu'il va travailler, récupérer, recacher, modifier et utiliser tout un tas de stratégies pour faire perdre le fil à l'observateur. Alors ça, ce serait une indication vraiment intéressante de capacité à comprendre ce que voit l'autre, éventuellement ce que sait l'autre. Mais on a des auteurs un peu plus critiques qui ont modélisé cette situation et qui ont utilisé un petit robot qui avait des règles très simples de décision. Je cache dans A ou dans B et je découvre dans A ou dans B. Si jamais je suis vue par un individu, mon niveau de stress augmente et ça modifie mon comportement, c'est-à-dire que je vais augmenter ma fréquence de cachage-recachage. Et rien qu'avec des règles simples comme ça, ils arrivent à montrer exactement le même type de réponse. Les individus, par le stress occasionné d'être vus par un individu donné, vont être plus actifs, et donc on interprète ça en termes de stratégie de recachage pour perdre l'autre, mais ça se trouve c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus proximal que ça. Donc je pense que ça va donner lieu à pas mal de débats parce que l'article critique est assez récent, et puis on suivra cette histoire de près. Ce qui me fait dire, moi, que finalement la théorie de l'esprit chez les corvidés, c'est peut-être pas si facile et pas si simple et pas si à portée de leur sagesse que ça, c'est le fait que lorsqu'on teste leur capacité à agir ensemble, donc avec d'autres partenaires, on peut être assez étonné de leurs réponses. Donc vous avez ici un test classique qui est un test où on positionne en fait une barquette, enfin une planche de bois à l'extérieur de leur compartiment, et puis vous avez 2 coupelles de nourriture. Le seul moyen de récupérer cette planche et ces coupelles, c'est de tirer ensemble en même temps sur une ficelle, parce que si vous tirez seul, la ficelle se défait et vous ne pouvez pas actionner la planche ou la tirer vers l'intérieur. Ce qu'on montre, c'est que les oiseaux, sans aucun souci, comme des grands singes, et voire même comme des capucins, tirent ensemble sur la ficelle et parviennent à faire entrer cette planche dans le local, pas de souci. Par contre, si on teste un petit peu plus loin et qu'on se demande s'ils sont capables de comprendre le rôle de l'autre dans ce succès, on va avoir des surprises. Par exemple, si vous mettez un court délai entre l'arrivée donc du premier oiseau et l'arrivée du second oiseau, on pourrait s'attendre à ce que si l'animal comprend que l'autre est nécessaire, il doit attendre l'arrivée du second corbeau. Or, ce n'est pas ce qu'on a. Lorsqu'on met un tout petit délai, l'oiseau va directement à la tâche et essaie de faire entrer cette planche de bois et il n'y parvient pas. Donc il essaie de récupérer la récompense sans attendre l'autre et a priori ne comprend pas que l'autre est indispensable. Maintenant, si on propose à l'animal le choix entre une coopération, donc ici avec 2 ficelles, donc qui est la même tâche qu'avant, ou bien la même chose sauf que cette fois il peut réussir seul en tirant sur les ficelles tout seul lui-même, l'oiseau ne privilégie pas l'une ou l'autre des 2 tâches. Donc en fait, il n'a même pas compris qu'à 2 c'était mieux ou qu'il fallait que des individus soient là. Donc il n'y a pas du tout d'événement coopératif dans cette histoire. C'est simplement 2 individus qui ont le même but au même moment et qui du coup résolvent une tâche un petit peu comme ça par hasard. Alors on peut ne pas comprendre le rôle de l'autre et pour autant on peut comprendre qu'on peut exploiter l'autre et optimiser ses gains grâce aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on va comprendre leurs états mentaux, leur savoir ou leurs connaissances. Mais l'autre est là, il produit des comportements, et pourquoi ne pas les utiliser pour augmenter ses gains ou pour améliorer sa situation sociale. Donc moi, mon travail est basé sur un petit peu cette question, parce que ces espèces qui utilisent des outils ou ont des systèmes sociaux très complexes sont aussi des espèces qui très souvent donnent énormément. Donc on a beaucoup de dons, on a beaucoup de partage de nourriture, et pas seulement en contexte finalement de reproduction ou de nourrissage de jeunes. Et ça c'est intéressant parce que la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qu'ils comprennent du don ? Lorsqu'ils donnent à un individu, est-ce qu'ils attendent un retour ? Est-ce qu'ils espèrent quelque chose, un paiement, une faveur en échange ?
Alors, moi, je m'intéresse au troc, mais également à la capacité à anticiper le retour. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pu obtenir dans ces deux domaines. Alors, pour la question du troc, donc il s'agit vraiment du troc comme chez les êtres humains. L'idée ici, c'est de mettre en situation deux individus. Chaque individu a un lot d'objets. Donc, par exemple, ici, pour l'individu de gauche, des chaînes, des tubes et des cubes. Cet individu sait que s'il échange tous ses cubes avec moi, il a une récompense, donc une banane ou un grain de raisin. Donc en fait, il échange un cube, une banane, etc. L'autre individu a exactement le même lot d'objets, sauf que elle, c'est une femelle ici, ne peut échanger que ses tubes avec moi. Donc si elle échange ses tubes, elle a des bananes, sinon non. Et puis au bout d'un moment, ils ont échangé tous leurs objets de valeur. Et il leur reste quoi? Il leur reste un objet qui n'a de valeur pour personne et l'objet qui a de la valeur pour l'autre. Et la question, c'est comprennent-ils que dans la pièce à côté, il y a des choses qui les intéressent, et dans ce cas-là, sollicitent-ils leur partenaire pour obtenir ces objets? Si jamais ils les obtiennent, est-ce qu'ils rendent la réciproque? Donc, est-ce qu'ils rendent la faveur? Et est-ce qu'on a finalement un système de troc qui se met en place? Alors, chez les orang-outans, ça marche. Ça marche plutôt bien. Donc, je vous explique, vous avez ici Dokana, la femelle qui échange les tubes avec nous. L'humain est là. Et à gauche, vous avez la zone où il y a Bimbo, le mâle orang-outan, qui lui a besoin de cubes. Est-ce qu'on ne le voit pas très bien? Mais un petit peu quand même. C'est que vous avez ici Dokana qui vient d'insérer un tube dans le compartiment de Bimbo. Donc au niveau de cette zone d'échange ici. Voilà, il récupère son petit cube. J'ai dit tube, hein, donc c'est un cube. Grâce à ce cube, il peut s'approcher de l'humain, lui donner. Et recevoir son morceau de banane. Donc Dokana est toujours à la zone de transfert entre les deux. Elle a un cube dans la main, donc elle a encore des choses à donner à Bimbo éventuellement. Lui récupère sa banane, retourne à la zone d'échange, et vous le voyez en train de pointer d'une part et de consommer la banane sans la peau qu'il donne. Donc il rend la peau à la femelle qu'elle consomme, tout en pointant parce qu'elle a un cube dans la main. Elle ne donne pas ce cube. Et non, ce serait trop simple. Donc Bimbo doit aller chercher un tube, ce qu'il vient de faire. Il pointe, et lorsqu'elle se rapproche, il lui donne le tube. Tube dont elle a besoin pour pouvoir venir dans la zone avec l'humain pour échanger. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on a testé chez plusieurs espèces de grands singes, chez les macaques, des capucins. Les seuls chez qui on a pu voir du troc émerger comme ça, c'est les orang-outans. Donc voilà. Du coup, on s'est dit, les corvidés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et on a un peu la même situation, donc ça va être très rapide parce qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose. Mais voilà, les oiseaux ont plusieurs types d'objets. L'objet de cet oiseau à droite, c'est le petit morceau de plastique bleu. Et une des rares choses qu'on ait pu observer, c'est cet oiseau-ci jouer avec les plastiques bleus et hop, le passer de l'autre côté. Voilà, c'est pas très impressionnant. C'est la science aussi, des fois, ça ne se passe pas grand-chose. Et donc, on n'a rien vu chez les corneilles, on n'a rien vu chez les grands corbeaux. Je suis en train de tester des corbeaux freux, qui sont des espèces socialement plus confrontées, puisqu'ils vivent en colonie toute leur vie, donc ils seront peut-être plus à même de résoudre ce genre de problème. Mais je vous avoue, j'ai peu d'espoir. Donc peut-être qu'on a quand même une espèce d'exclusivité orang-outan sur la question du troc. Alors par contre, il y a des choses plus simples qu'on peut faire quand on est capable d'interagir avec les autres, et éventuellement de profiter de cette interaction, c'est anticiper un échange. Puisqu'on donne souvent, peut-être qu'on sait qu'à un moment donné, on va recevoir quelque chose et on utilise cette situation pour gagner plus. Alors ça, on l'a testé chez plusieurs espèces également. Vous avez ici un individu à qui on donne un petit morceau de pain d'épices. On lui propose d'attendre, parce qu'il ne peut pas le remettre dans cette main, qui est fermée maintenant. Et puis au bout de 15 secondes, on va lui donner la possibilité de l'échanger, et il le fait sans problème, et il obtient son grand morceau de pain d'épices.
C'est exactement la même nourriture, c'est juste qu'il peut maximiser son gain s'il arrive à se contrôler un petit peu. Donc finalement, c'est pas si facile cette tâche. Les meilleurs dans cette tâche sont les chiens, qui peuvent attendre 20 minutes, sans ordre explicite. Il n'y a pas d'ordre pour attendre, c'est à eux de découvrir ce délai. Et puis on l'a fait bien sûr chez les corvidés, et là on a des choses assez jolies. Alors là vous avez un grand corbeau. Alors chez eux la quantité ne veut pas dire grand chose, donc on travaille sur du qualitatif, un morceau de pain pour un morceau de fromage. Et vous avez Claudia Vacher qui participait à l'étude. Elle donne le morceau initial, et puis on impose un petit délai. C'est exactement la même situation expérimentale. Et puis on propose l'échange, et là l'oiseau y parvient au bout de 15 secondes, au bout de 30 secondes, au bout d'1 minute, au bout de 2 minutes, et voire jusqu'à 4 minutes pour certains individus. Bon, après 4 minutes, ils n'y arrivent plus, mais ils sont capables de trouver des stratégies, en lâchant par exemple le morceau de pain, ce qui permet de ne pas avoir à le tenir dans le bec et donc d'être moins tenté de le consommer avant la fin du délai. Voilà, pour réussir l'échange. Et en fait, ce contrôle de la tentation, donc ce self-control finalement, seuls les oiseaux qui l'ont mis en place ont réussi à atteindre les plus longs délais. Autrement, ils ne dépassaient pas 15 ou 30 secondes. Même chose chez les chiens. Donc c'est quand même très fort, et on a toujours chez ces corvidés des stratégies, des techniques. Il y a toujours une tentative de résoudre un problème avec un moyen un petit peu détourné qui n'est pas forcément celui qu'on espérait, mais qui est redoutablement efficace. Alors interagir avec les autres et être capable d'utiliser ces interactions, c'est aussi bénéficier de ce que les autres font en les observant. Donc ça fait aussi partie de la cognition sociale. Donc c'est moins calculateur, c'est moins calculateur, on va dire. Mais par contre, ça peut être également redoutablement efficace. Et l'une de ces possibilités, c'est l'imitation, donc imiter les autres. Alors chez les grands singes, on sait que ça existe. Vous avez des individus qui au début ne savent pas casser des noix avec des pierres, et puis qui commencent à imiter le comportement d'individus plus qualifiés qu'eux, sans pour autant comprendre pourquoi. Il ne sait pas pourquoi il fait ça, mais il y a un entraînement moteur qui parfois permet une compréhension d'une tâche ou d'un comportement particulier, et l'animal va pouvoir apprendre très rapidement. Donc il y a une facilitation sociale de ces apprentissages, et parfois on a l'imitation pure et simple avec une reproduction à l'identique d'une fonction, d'un comportement, et chez certains grands singes, on a même une compréhension a priori immédiate. Chez les corvidés, on a tout un groupe qui travaille là-dessus en Autriche, et ils font beaucoup de choses en ce moment. Je pense que ça sortira bientôt. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dans la littérature, mais nous, on avait fait une étude à Strasbourg qui travaillait sur ces possibilités d'imitation. Donc vous aviez un oiseau qui apprend en poussant cette balle dans cette boîte à récupérer un frolic. Puis, on a une deuxième technique. Un deuxième oiseau, lui, tire sur la ficelle pour récupérer la même nourriture. On montre aux congénères qui n'ont pas vu ces techniques encore l'une ou l'autre des deux techniques. Donc ici, le fait de tirer sur la ficelle. Et puis, on teste le congénère qui a été témoin de la démonstration. Et lorsqu'il est testé seul, dans 100% des cas, il reproduit la technique qu'il a vue. Très rapidement, en 3 essais, il découvre l'autre technique. Donc c'est des choses qu'il faudrait approfondir, avec des techniques peut-être plus compliquées, plus difficiles à mettre en œuvre, mais ça marche très très bien. Donc ça, c'est aussi excessivement prometteur, et c'est une des choses qui serait vraiment intéressante à approfondir. Alors maintenant, il me reste quelques minutes pour vous parler d'un domaine qui me tient tout particulièrement à cœur et qui est très très peu étudié pour l'instant chez les corvidés, et c'est leur capacité de communication. Alors je fais le lien bien évidemment avec cette notion d'imitation. On sait que les perroquets sont très très doués pour imiter la voix des humains. On ne se doute peut-être pas à quel point les corvidés peuvent être bons pour le faire également. Donc là, normalement, je devrais avoir du son sur cette vidéo. Who's a good bird? Who's a good bird? Who's a good bird? C'est beau, hein? Do it again. Bon, il ne le refait pas. C'est typique.
En fait, la voix qu'il a produite, là, c'est celle du maître. Enfin, ce sont des gens qui ont sauvé cet oiseau. Il avait une aile cassée dans un centre, le Horizon Wing Raptor Rehabilitation and Education Center. Et ils ont sauvé cet oiseau qui ne volera plus. Et elle lui dit « Who is a good bird ?» Et lui, le monsieur, fait « Who is a good bird ?» Et l'oiseau, là, a imité l'homme, en fait, pas la femme. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il dit aussi « What's up ?» Et il peut le dire avec les deux voix. « What's up ?»« What's up ?» Et c'est vraiment intéressant parce que c'est des choses qu'on n'a pas vraiment explorées. Alors, on commence à le faire, ce que font les collègues autrichiens. Et moi, ce qui m'embête un petit peu dans cette histoire, c'est que finalement, on s'intéresse encore une fois, à la relation entre l'oiseau et l'homme. À chaque fois, l'homme est un peu au centre du débat. On compare toujours au grand singe, on compare à l'homme. Et finalement, on ne s'intéresse pas forcément aux oiseaux pour eux-mêmes. Et quand on s'intéresse aux oiseaux pour eux-mêmes, on apprend des choses assez intéressantes, notamment que, contrairement à ce qui est dit dans beaucoup de cours encore aujourd'hui sur la communication chez l'oiseau, ils sont capables de chanter. Alors, je vais mettre un bémol, la définition du chant chez l'oiseau est forcément associée soit à la protection du territoire, soit à la période de reproduction. Nous, tout au long de l'année, avec nos corbeaux freux, pas très bien. On a des chants, en fait des vocalises, puisqu'on n'a pas le droit d'appeler ça un chant, puisque ce n'est pas défini comme tel dans la littérature. Je ne vois pas comment appeler ça autrement qu'un chant, mais on a des oiseaux qui vocalisent. On s'intéresse à la structure de ces chants, et pour l'instant, on a des oiseaux qui vont chanter 10 secondes, 20 secondes, 20 minutes, qui vont être un peu comme Beyoncé, et puis produire beaucoup de choses vocalement, mais avec seulement 2 ou 3 unités vocales, pas très intéressant. On va en avoir qui vont être un peu plus Nina Simone, donc ça va être plus rare, mais alors c'est d'une qualité extraordinaire. On a des modifications rythmiques aussi, et en fait on commence à s'intéresser à ça dans notre équipe, et c'est excessivement prometteur. Alors si jamais vous croisez des corbeaux freux, il y en a beaucoup quand même dans la région de Strasbourg, mais je pense peut-être par chez vous aussi, et que vous vous envoyez un sur un poteau dans cette posture un petit peu tendue vers le haut comme ça, il est probablement en train de chanter. Je vous encourage à écouter, c'est excessivement beau et je trouve que ces vocalisations sont assez magnifiques. Donc voilà, c'était un petit aparté que je trouvais intéressante, et je pense que c'est également la capacité à imiter, la capacité à être flexible aussi par rapport aux connaissances qu'on a déjà ou aux unités vocales qu'on utilise déjà. C'est quelque chose qui n'est pas décrit, ou pas vraiment très décrit, ou pas beaucoup décrit dans le monde animal. Donc en conclusion, je pense qu'effectivement dans le domaine de la cognition sociale, on est plus déçus pour l'instant. Enfin, ils font des choses extraordinaires, mais je pense qu'il reste beaucoup à explorer, parce qu'on s'est peut-être empressé un peu trop d'aller essayer de démontrer le plus beau, le plus vendeur, le plus magnifique, et en même temps on connaît très mal les bases de leurs comportements sociaux. On n'a même pas de répertoire comportemental chez la plupart des corvidés, donc il faut reprendre un petit peu à zéro, sans nier tout le reste. Il y a beaucoup de choses très belles qui ont été montrées, mais il faut construire un petit peu là-dessus, et tout reste à explorer. Je pense aussi qu'on n'a peut-être pas la même forme d'intelligence, parce que pour avoir comparé à la fois des singes, j'ai entraîné des capucins, j'ai entraîné des chiens, j'ai entraîné des poulpes aussi, des corbeaux. La rapidité avec laquelle les individus apprennent une contingence ou une association stimulus-réponse n'a rien à voir d'une espèce à l'autre. Et donc je pense que c'est là qu'il faut creuser un peu, parce qu'à mon avis, leur intelligence n'est pas franchement la même que la nôtre. Et c'est justement ces différences qui, à mon avis, vont nous éclairer vraiment sur l'évolution de la cognition et sur nos propres origines. Voilà, donc oui, une analogie, et oui, une analogie fascinante. Et je vous remercie de votre attention.